Je veux être supporter de Brest. Le sprint est lancé, je suis pas prêt. Laissez-moi tranquille, ce sport me rend complètement zinzin. Je vais me mettre à l'équitation, au curling, un truc plus reposant. Vendredi, défaite contre Monaco, j'ai fait la gueule tout le week-end. Mercredi, défaite contre Strasbourg, j'ai fait la gueule le reste de la semaine. Laissez-moi revenir 10 ans en arrière. Quand on joue entre la 8ème et la 13ème place, bien à notre place, bien tranquille. Moi je suis pas prêt pour les sensations fortes, les émotions démesurées. Je préfère avoir peu d'espoir que d'en avoir et de tomber de haut. Je me rappelle ces samedis après-midi de défaite il y a 10 ans, la force de l'habitude de la loose, on se levait du canapé, encore une défaite, on se fait un risque et on passait à autre chose, on n'y pensait plus. Et parfois l'exploit, parfois la grosse sensation, mais toujours positive. Je suis un petit monsieur, moi ce que j'aime c'est la zone de confort. Arrêtez de me bousculer bordel, arrête Bruno. Je veux pas de lumière, bien au milieu de la masse, personne pour m'emmerder. Je suis le genre de mec, quand ils matent une série, j'en ai marre des péripéties. Laissez ces personnages tranquilles, bordel. Avec moi, Game of Thrones, c'est 3 épisodes. Épisode 1, les gentils sont en place. Épisode 2, les méchants leur prennent la place. Épisode 3, les gentils gagnent. Fin, très bien. Et puis après, on les voit, ils se baladent, ils nourrissent leur dragon à la con, mais tout se passe bien. Arrêtez de les faire mourir. Euphoria, pareil. Milieu de la saison 1, Zendaya fait une cure, ça marche, elle arrête la drogue, elle trouve un CDI, un pavillon, un labrador, elle vit heureuse. Fin, ça suffit, laissez-moi tranquille. Bon, ça c'est ce que je dis, c'est le discours, mais au fond, c'est pour des saisons pareilles qu'on vit le foot. Je l'ai assez répété, mais hors des schémas tactiques, des plans de jeu, des idées, des coachs et des recrutements, c'est pour l'émotion qu'on est là. Pleurer, crier, pleurer, rire, être tendu, stressé, exploser, la base de la base, elle est là. Le reste, c'est de la documentation. C'est une manière de meubler entre deux matchs, entre deux moments où le cœur s'accélère. J'ai jamais senti mon cœur faire des bonds en lisant un article sur les idées de jeu de Bruno Irles. Alors peut-être que tout cela ne finira pas comme on l'espère. Probable qu'on vive la meilleure période du club, que d'ici quelques années, les lendemains seront moins glorieux. Peut-être qu'on espère vraiment une apothéose qui ne viendra jamais, mais c'est pour ça qu'on est là. Espérer, sentir cette petite tension dans les veines toute la journée, manger avec le cœur noué, chacun réalise ses petites routines en jour de match, être un peu irritable mais terriblement excité, oublier le reste, lire et relire tout ce qui passe, faire semblant qu'on peut maîtriser les choses, mais au fond, s'abandonner pleinement à cette impuissance totale, être spectateur, supporter et spectateur d'un destin qui nous lie mais qu'on ne maîtrise pas. Ça arrive pas tant dans une vie. Et c'est toujours un gage d'émotion, que le résultat soit positif ou négatif, nos réactions seront démesurées, disproportionnées. Le lendemain, tu vas recroiser le regard de ta copine, de ton père ou de ta mère, de ton chien, de ceux qui ne partagent pas cette passion, ces étrangers qui te regarderont différemment. C'était vraiment pas une bonne idée de lancer l'urne funéraire de mamie sur la télé après ce but refusé par la VAR. Et pourtant, ces mêmes étrangers sont ceux avec qui tu chanteras la Marseillaise une fois tous les 2 ans, qui l'espace d'un instant partageront toutes ces émotions, les comprendront pour mieux les oublier. On est parfois seul quand on est passionné, on a parfois honte, on ne nous comprend pas, mais c'est inestimable. Il faut une passion et celle-ci est magnifique. Soyez fiers de votre démesure. C'est quand vous serez gris, que vous ne réagirez plus à rien, que plus rien ne vous fera bondir de votre canapé qu'il faudra s'interroger. En attendant, allez les rouges et noirs et faites-moi pleurer pour les bonnes raisons. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, heureux de vous retrouver, il fait beau, les oiseaux chantent, Jean-Luc Mélenchon est bientôt Premier ministre et Martin Terrier sera meilleur buteur de Ligue 1. Que demande le peuple, à part du pouvoir d'achat et des réformes sociales? Je veux dire, le peuple il veut du foot de qualité, il veut apprendre des choses et ça tombe bien. J'ai les 3 mecs parfaits pour réaliser ses souhaits. À ma gauche, un peu moins malade que la dernière fois, je crois. Il s'y connaît en émotion, il bosse dans l'événementiel, il voit 3 concerts par semaine, mais ça n'a rien à voir. S'il s'y connaît, c'est surtout parce qu'il a passé sa jeunesse dans les travées du stade de l'Abbé Deschamps. Ça va, Flo? Ouais, je pensais à Bordeaux, ils ont voté Macron largement dès le premier tour. Ils ont un jet dégueulasse. Sociologiquement, il se passe quoi dans cette ville? Ouais, ils ont voté Macron parce qu'ils en ont marre de perdre. Il y a un moment, tu joues la sécurité. En face de moi, lui, il a connu trop d'émotions positives dans sa jeunesse et depuis, c'est dur. Passer d'un couloir à Bidal Malouda à un autre Dubois Kadewere, c'est des émotions qu'on souhaiterait pas à son pire ennemi. Et pourtant, c'est bien la vie qu'il n'a pas décidé de mener. Val, ça va? Bah ouais, ça va très bien. Bravo pour cette belle introduction qui me rappelle désormais tous mes dimanches midi à base de derby du ventre mou avec Montpellier et évidemment les grandes envolées lyriques de Karl Toko Ekambi. C'est vrai qu'on a un peu échangé de place. Ouais, sauf que nous, quand on était 8ème, on n'avait jamais rien gagné avant, donc c'était déjà bien. Oui, c'est ça. Donc là, c'est un peu frustrant pour moi. C'est la petite frustration du jour. Il y avait des gens qui insultaient leurs supporters ultra d'aller niquer leur mère ou pas, vous, quand vous étiez 8ème? Non, nous l'ambiance était plutôt sympa. Non, tout content. Attends, quand il y avait eu l'envahissement du centre d'entraînement là, ça avait chauffé grave. Ah oui, en même temps il y avait Jean Armel Canabi, que tu peux avoir des petites envies d'envahissement. Hein. Jean Armel avait kické un supporter. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on n'est pas loin bientôt avec Toko, tu vois. Il a kické un petit gars. Et là à Rennes, on a en N3 le père d'un joueur de foot de Noah Françoise qui allait poirer le directeur du centre de formation. C'est bien ça aussi. Ça c'est bien. Notre football va pour le mieux. Hein. Bon, avant de présenter le dernier, j'ai vu quelques chiffres en vrac.
Les plus de 70 ans ont voté massivement Emmanuel Macron à plus de 80%. Il représente environ 1% des auditeurs de Poteau Carré et 25% de ses chroniqueurs. Alex, toi, t'as vu beaucoup d'émotions dans ta vie ? Bah tu sais, avec le temps, les émotions, elles s'amenuisent, quoi. C'est pour ça que je m'emballe plus du tout. Non, c'est pas vrai du tout. J'étais stressé comme un ouf sur le match du week-end contre Reims et je me suis fait chier à crever. Mais bon, écoute, la série continue, c'est cool. Et puis mon président est passé, évidemment. Les 1% d'auditeurs de plus de 70 ans, c'est Alex qui réécoute ensuite pour se juger, on est d'accord. Il réécoute pas tout. Non, il y a mon père aussi qui écoute. Il est encore en vie. Wow. Belle information, c'est rassurant quand même. On passe à ma petite question du jour. Les gars, je sais à peu près ce que va dire Flo. Je voudrais savoir quel est votre favori dans ce dernier carré de LDC et pourquoi, sachant qu'on enregistre avant les demi-allées et donc on n'aura pas le résultat des matchs de mardi-mercredi parce que l'émission sera diffusée juste après. Alors, pour des raisons de teasing de ma chronique, je vais répondre Villarreal. Classe. C'est bien. En plus, il m'a demandé dans l'intro de sa chronique de pas dire Villarreal et il C'est le vrai, dit putain, 45 minutes je me avant. suis spoilé direct. Et en dehors du teasing de Villarreal, Non, complètement Liverpool, hein, on va pas Ouais, se ok. mentir. Ouais. Non, ils sont assez impressionnants en ce moment. Bon, après, je pense qu'on se dirige vers une belle finale City-Liverpool. Et je pense que ça va être un match un peu sympa, quoi. En termes de football, c'est des équipes qui savent faire, j'ai remarqué. il pratique bien. Flo. J'ai beau chercher dans les années récentes, faudrait peut-être regarder dans les années 90-2000. Bon, moi aussi, ça sera Liverpool, mais sans aucune objectivité. Mais je pense qu'on n'aura jamais vu une dualité dans le même championnat, une dualité domestique et européenne, qui pourra conduire à des demi-finales de Cup, des demi-finales de Cup, de League Cup, une course effrénée dans le championnat et une potentielle finale de Ligue des Champions. Je crois Barça peut-être à une époque, mais même pas. Ouais, mais la réalité, même pas à ce niveau-là. Ouais, peut-être on n'a pas pas à eu ce un niveau-là. affrontement en Et finale de Ligue des Champions. Surtout sur la longueur. Ouais, c'est ça. Si c'était une saison. Ça fait 4-5 ans que ça dure, quoi. Je me demande si le Milan et la Juve début des années 2000, fin des années 90, c'était peut-être un peu comme ça. Après, au fond de moi, j'avoue que ça me fait toujours chier d'avoir des finales domestiques en Ligue des Champions. Ouais, mais celle-là. j'ai peur que ça finisse. Attention au quand même fumier, c'est pas Oui, fini encore. ouais, beware to the KB9. Alex, toi ? Objectivement Liverpool et ce que je souhaiterais City pour la consécration de Guardiola, mais franchement Liverpool trop complet, trop parfait et trop adapté pour contrer City justement, mais bon, j'espère me Non, on tromper. verra, ce sera ouvert si c'est ces deux-là de toute façon. Merci les gars, on va maintenant passer à notre colossal sujet. Pour ce nouvel épisode, on vous emmène outre-Rhin, enfin pas si loin, plus proche de Strasbourg que de Berlin. Bienvenue au SC Fribourg. Saison exceptionnelle pour le club allemand en finale de Pokal et à 3 points de la 3e place. On revient plus précisément sur ce club qui s'appuie sur un centre de formation très costaud. Les hommes de Christian Streich sont à 2 doigts de réaliser une des plus grandes saisons du club. Donc on va pas s'attarder comme on le fait dans certains cas, dans certains clubs, sur les dirigeants du club parce qu'ils sont pas plus originaux que ça, ils ont rien de particulier. Mais on va voir un peu les infrastructures de ce club qui lui permettent quand même d'avoir de plutôt bons résultats depuis leur remontée en 2009. Ils sont au moins assez constants, on va dire, dans le jeu proposé. Qui se lance, messieurs, sur ce petit sujet, sur un petit retour historique et sur les infrastructures ? Ouais, je pense qu'on peut commencer par un petit rappel historique parce que c'est un club qui a été créé déjà il y a assez longtemps. 1904. Création en 1904, tout à fait. Et c'est un club qui a pas mal végété dans les bas-fonds des divisions amateurs allemandes, puisque le football allemand a mis un peu de temps à devenir professionnel. Et ouais, c'est un club qui a pris son envol, enfin qui a toujours été dans l'ombre de son voisin, le FC Fribourg, et qui a réussi seulement à se mettre au premier plan uniquement à partir des années 70, notamment en 1972, où il y a un nouveau président qui est arrivé qui s'appelait Achille Stocker, qui a lancé pour la première fois le club dans les divisions Plutôt fort professionnelles. pour retrouver ses ex sur les réseaux. Achille Stocker, ouais. Ouais, elle est pas mal, bien dit, il n'y a pas de L pourtant, mais si, il y tient. Ouais, pour compléter ce que dit Val, c'est un club qui a beaucoup végété, mais même sous Stocker au début, 4e, 3e division, un petit peu de 2e division aussi. Et effectivement, Stocker, c'est quand même un président, Val l'a dit, il arrive en 72 au club, il va s'en aller seulement en 2009. Donc c'est un mec qui va faire pas loin de 30 ans, 40 ans presque. Donc c'est assez monstrueux. Et petit à petit, le club va commencer à prendre une nouvelle envergure. Ils vont gagner 4 fois le titre de champion de 2e division sous Stocker.
Enfin, il y en aura un qui sera pas sous Stocker pour le coup, et ils vont connaître une première montée en Bundesliga en 1994. Ouais, c'est ça. Même dans cette période entre 72 et 94, ils se maintiennent plus ou moins en deuxième division. Ouais. Et après, donc ça, ce premier cycle jusqu'en 91. Et ensuite en 91, la deuxième période avec un entraîneur qui est resté pendant très longtemps. Qui est resté pendant très longtemps. En 94, il y a cette montée. Il y a un coach ultra important qui va arriver dès 91 et qui va rester jusqu'en 2007, donc 16 ans à la tête du club, c'est Volker Finke, qui va faire monter Fribourg en première division en Bundesliga en 94. La saison d'après, Fribourg va obtenir une qualification, une 3e place en championnat. Il va se qualifier pour la Coupe de l'UEFA. Et ensuite, dans fin des années 90, début des années 2000, ils vont surtout enchaîner entre les montées et les descentes entre la première et la deuxième division, avec une belle 6e place aussi en 2001. Mais voilà, c'est des saisons où, mine de rien, le club oscille entre première et deuxième division allemande, jusqu'au départ de Finke en 2007. Et là, c'est Robin Dutt qui va faire 4 ans à la tête du club et qui va réussir à faire remonter le club et surtout à le maintenir en Bundesliga. Mais donc voilà, un club qui fait l'ascenseur enfin même pas fait l'ascenseur parce qu'il a quand même passé plus la majorité de son temps depuis en deuxième division. Et surtout, depuis 2009, ils sont très stables et depuis qu'ils sont remontés en Bundes, ils s'appuient quand même beaucoup sur leur centre de formation, notamment les infrastructures. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, même à travers cette saison exceptionnelle, on n'a pas 10 000 joueurs très connus, il n'y a pas de recrutement délirant. Donc c'est vraiment un club qui est plutôt sain dans sa manière de travailler, Alex. Ouais, complètement. Bah, vous l'avez dit déjà, il y a un palmarès qui est pas démesuré. C'est un club effectivement de milieu de tableau. On parlera du coach après, mais pour parler de la structure du club, très vite ils se sont basés sur la formation parce qu'en fait ils n'avaient pas le choix. Club à petit budget pour concurrencer les grosses écuries et à la différence en fait de clubs qui vont dire travailler sur la formation mais qui vont laisser très peu de chance aux jeunes, c'est l'avantage aussi de ces clubs petites structures, c'est qu'il y a un lien qui est très facile à faire entre la section de formation et le monde professionnel. Et du coup, ça fait que le centre de formation est tout le temps en contact avec le coach, les joueurs peuvent aller s'entraîner avec l'équipe première et le staff a toujours mis l'accent sur ce point-là, quoi. Donc concrètement, en fait, c'est déjà, il y a une réflexion philosophique au sein du club qui est assez mise en avant puisqu'ils en parlent sur leur site officiel où ils expliquent qu'ils souhaitent un examen critique des concepts d'entraînement et un développement commun de nouvelles approches et perspectives de travail. Donc ça dit déjà pas mal de l'importance qu'ils donnent à la réflexion et au développement des jeunes. Ouais, et il donne une vraie importance au développement des jeunes et dans la manière de bosser avec ces jeunes, parce que par exemple, l'entraîneur actuel est l'ancien responsable de la formation là-bas, donc il connaît bien ce fonctionnement. Bah déjà, pour terminer un petit peu la petite contextualisation historique, on s'est arrêté en 2009. Il faut savoir qu'après 2009, il y a donc l'entraîneur actuel qui est nommé, qui s'appelle Christopher Streich, qui est donc là depuis 13 ans maintenant. Non, pardon, il n'avait pas été élu en 2009. Comme tu disais, Flo, il y a Robert Dutt avant qui est là jusqu'en 2011. Donc il arrive seulement en 2011. Donc il y a un truc qu'il faut bien. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Bah, c'est tellement pas mal que c'est tellement bien que aujourd'hui, si tu regardes dans les 5 plus grands championnats, hormis Diego Simeone, c'est lui qui a la plus longue longévité en tant qu'entraîneur. Il n'y a plus Sundeich. Quelle tristesse. Ouais, il n'y a plus Wenger, il n'y a plus. Voilà, tout ça. Donc voilà, une très très longue longévité, ce qui est rare aujourd'hui dans le football moderne. Et comme tu disais, Jules, ils sont très axés sur la formation puisque ce Christian Streich était lui-même directeur du centre de formation avant, puisque c'est lui qui était en charge des équipes. Non, il n'était pas directeur du centre de formation. Il était coach des U19. Ouais, c'est ça. Et il a été coach des U19 pendant 15 ans, de 96 à 2011. Voilà. Et il a fait de Fribourg un club ultra formateur. C'est notamment lui qui gagne 4 fois la Coupe d'Allemagne Espoir avec ses U19, ou 3 fois, pardon, notamment jusqu'à sa dernière saison. Et il gagne aussi un championnat d'Allemagne des moins de 19 ans en 2008. Donc avec des générations il y a beaucoup de générations qui ont accompagné l'histoire de Fribourg. Par exemple, dans cette toute première génération, il y a le défenseur central turco-allemand Omer Toprak, qui a ensuite joué à Leverkusen, qui est formé à Fribourg. Et moi j'ai un système alors dans un club beaucoup plus petit qui me fait aussi penser à Lyon.
le Lyon des années 2010, où il y a un côté, on forme très bien et on fait aussi de la post-formation où on va chercher des joueurs jeunes, pas connus, et on va les développer. C'est ce qui s'est passé à peu près dans la même génération qu'Omer Toprak, où il y a eu Papy Cissé, qui finit, je crois, deuxième meilleur buteur de Bundesliga en 2010 ou 2011, avec Fribourg, et qui va ensuite s'envoler du côté de l'Angleterre et de Newcastle. Et plus récemment, par exemple, on a eu un Matthias Ginter, qui est un peu la vraie grosse pépite qui est sortie de ce centre de formation. Aujourd'hui, le centre de formation, c'est un centre de formation qui est classé 3 étoiles, donc c'est la meilleure notation possible. Et il y a aussi une vraie école qui est assez intéressante, c'est l'école des gardiens de but. Aujourd'hui, il y a un tiers des gardiens titulaires du championnat d'Allemagne, de la Bundesliga première division, qui ont été formés ou passés par Fribourg. C'est énorme. C'est énorme. Donc il y a par exemple Oliver Baumann, le gardien d'Offenheim, Roman Bürki, le gardien du Borussia. Voilà, il y a beaucoup de gardiens qui viennent de cette école de gardiens de formation de Fribourg. Juste une petite phrase pour ajouter, et ça va un peu dans la continuité de ce que tu disais, ce qu'on disait aussi pendant le dernier épisode de Poteau Carré sur la formation à Lyon, et ça va dans le sens de ce que disait Alex aussi, c'est que à Lyon, il y a toujours eu un problème de passerelle entre les joueurs formés au club et le monde professionnel, à la différence de ce qui se fait à Fribourg, puisque là, il y a un vrai accompagnement, et c'est ce que tu disais il y a quelques minutes, Alex, entre justement ces jeunes et l'équipe professionnelle. Il y a tout un dispositif qui est mis en place. Les entraîneurs et le staff technique vont très régulièrement rencontrer les directeurs de centres de formation et les équipes de jeunes pour voir comment créer des passerelles le plus facilement possible. Pour compléter ce que dit Val, il faut aussi redire à quel point ça dépend de la structure du club. Et en fait, si cet entraîneur est resté aussi longtemps, c'est parce qu'en fait, on lui fait confiance et on a le temps. Le temps qui est de plus en plus rare dans le foot actuel. Mais Christian Streich, quand il descend en D2 en 2015, je crois, dans n'importe quel club, et c'est une saison qui est assez cata, dans n'importe quel club il aurait été viré, mais là ils lui font confiance, ils le laissent en place. Et pour un peu développer qui est ce monsieur, il faut savoir que c'est un des entraîneurs les plus appréciés de Bundesliga. Pas seulement pour son travail tactique, mais aussi parce que c'est dans ses conférences de presse un mec qui parle beaucoup, qui explique beaucoup, qui parle de politique, qui parle de société, qui parle de ses convictions profondes. Et il y a une adéquation entre lui et le club qui fait que en fait, la vraie star de l'équipe, c'est lui. On parlera des joueurs après, mais c'est lui qui tient le club, qui porte le club, et la réussite de Fribourg, elle se doit en grande partie à la réussite de cet homme. Bah, on va parler un peu plus longuement de lui avant. Moi, ce qu'on constatait en off avant aussi, c'est qu'on se disait, les gars, que c'était surtout un centre de formation qui, sans créer de superstars, en fait, c'est presque un modèle économique qui sort énormément de joueurs, qui est souvent d'ailleurs dans les classements des centres de formation. Il y a une superstar qui est sortie. Qui est même pas une vraie superstar, mais c'est Matthias Ginter qui a été champion du monde avec mais sans jouer un match. Mais je veux dire, c'est quand même ça qui est vraiment pris en compte quand on classe les centres de formation, c'est cette capacité à créer des joueurs professionnels, des mecs capables de. Et est-ce qu'on peut pas aussi se dire que si ce centre de formation marche bien, c'est aussi parce qu'ils sont dans un bassin de population qui est intéressant. On l'a dit, ils sont à la frontière avec la France. Il y en a notamment de vous deux qui me racontaient cette anecdote sur Strasbourg qui était intéressante. Ouais, bah en fait, quand le club de Strasbourg a été relégué administrativement en 5e division française en 2011, si je dis pas de bêtises, forcément le club a perdu son statut de club professionnel et donc n'avait plus le droit d'avoir un centre de formation. Puisqu'il faut savoir que seuls les clubs professionnels qui ont réussi à se maintenir 1 ou 2 ans en Ligue 2 déjà peuvent avoir accès à un centre de formation. Et du coup, ils ont dû fermer ce centre de formation-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Fribourg est une ville qui est située à la frontière française, enfin franco-allemande. Quasiment une double frontière même. Et ce qui fait que culturellement, c'est une ville qui est très intéressante aussi. Et que ça joue sur les foot parce qu'ils sont à la frontière aussi de la Suisse. Et d'ailleurs, leur site, petite anecdote, leur site est en français. Donc c'est très révélateur de cette proximité avec la France. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré tous les joueurs qui étaient plus ou moins inscrits au centre de formation. Et du coup, c'est devenu le club de la région du sud-ouest de l'Allemagne. Parce que la ville la plus proche après, c'est Stuttgart, qui est quand même un petit peu plus au nord. Donc voilà, il y a quand même tout un bassin de population sur lequel ils peuvent aller chercher des joueurs, et c'est comme ça qu'ils font aussi leur renommée. Leur position géographique est quand même assez intéressante. Maintenant, je propose qu'on revienne. Flo, tu voulais dire un dernier mot sur la formation ? Non, c'est encore citer d'autres joueurs pour appuyer vraiment ce que tu disais sur le côté. C'est pas un centre de formation. Alors, mais même au-delà du centre de formation, dans le recrutement, un petit peu comme Lyon a pu le faire avec un Touzard ou un Ndombele, où on va chercher des jeunes joueurs pas connus et on les développe. Ces dernières années, il y a par exemple un Soyuncu
qui aujourd'hui est un défenseur central avec alors même si cette saison il joue moins, assez confirmé. Robin Koch, le joueur de Leeds. Je crois qu'on dit Robin Koch. Robin Koch, ouais, peut-être. Max Kruse aussi, qui est maintenant qui est parti à Wolfsburg, mais qui a fait les belles heures de l'Union Berlin. Mais c'est exactement ça, c'est des noms qu'on connaît plus ou moins si tu suis un petit peu le football. Ouais. C'est des joueurs de Wolfsburg. Des bons joueurs de Bundesliga. Ouais, c'est exactement ça. Mais Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des joueurs qui. C'est pas un centre de formation qui amène des superstars, c'est juste des joueurs qui vont jouer. Et des solides joueurs de championnat. Et ce qui est intéressant c'est ce que j'ai vu d'ailleurs dans le classement du CIUS, puisqu'ils sont classés. Alors je sais qu'ils ont 12 joueurs aujourd'hui qui jouent dans les 5 grands championnats, qui sont formés au club. Et ces 12 joueurs-là, ils ont. Je crois que c'est des joueurs qui ont le plus de temps de jeu quasiment dans les centres de formation. Ouais, justement, c'est ultra intéressant ce que tu dis. C'est le 9e club des 5 grands championnats qui offre le plus de temps de jeu à des joueurs formés au club. C'est un peu compliqué comme stat, mais en gros, il y a c'est révélateur. Il y a 31% des joueurs, du temps de jeu donné à des joueurs du côté de Fribourg qui le sont à des joueurs formés au club. Voilà. Donc ça fait de Fribourg le 9e club. Ils font beaucoup jouer les gens de leur centre de formation. Exactement. Très loin des très vulgarisateur ce jeu. Très loin des deux Basques que sont, mais pour des raisons plus culturelles, Bilbao et la Real Sociedad qui sont à plus de 50%. Rennes, on doit pas être si loin. Alex, tu voulais rajouter un petit dernier truc après on va passer illustrer par les chiffres. Pendant la saison 2020-2021, t'as quand même 6 mecs issus du centre de formation qui ont joué en équipe première. Cette année, je crois qu'ils sont pas loin de 6-7. Et dire aussi que, t'en parlais toi Jules, c'est un modèle économique qui est vachement salutaire parce qu'en fait comme ils sont ancrés dans un système, c'est le berceau Fribourg, du coup quand ils commencent à jouer pro, ils sont vachement alléchants parce qu'ils connaissent le système par cœur et ils sont vite mis en valeur, donc ils sont vendus à des prix intéressants très jeunes et c'est une économie qui rentre, qui est non négligeable pour des joueurs comme vous l'avez dit qui finissent souvent dans on va dire le milieu de tableau de la Bundes, ou du moins des joueurs qu'on peut pas mettre dans la catégorie star mais qui sont vendus à bon prix quand même. Non mais et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut bien se dire que tous les chiffres qu'on sort et la réputation de Fribourg, elle est connue des jeunes qui peuvent potentiellement hésiter entre quelques centres de formation. Ils savent qu'ils auront leur chance, qu'on va les faire jouer, et encore plus parce que celui qui est aux manettes, c'est Christian Streich qui a cette nature proche des jeunes pour les avoir entraînés et qui les lance facilement dans le grand bain, Flo. Ouais, c'est ça. On parlait, on va pas revenir sur son parcours, mais où il gagne ses titres avec les U19, il reste 15 ans à la tête du U19, et lui-même lance en fait beaucoup de joueurs qu'il a eu à ses débuts et qui ont nourri l'équipe et qui ont ensuite nourri beaucoup d'autres équipes en Bundesliga, voire même ailleurs. Mais déjà, ce qui est non, Nouri Sahin n'en fait pas partie, malheureusement. C'était encore une blague très capillotractée. Déjà, c'est assez intéressant. Alex disait, alors parce que Fribourg, c'est un petit club qui n'a pas de pression et qui limite n'a pas à être là. Il n'a pas été viré quand il est descendu au milieu de son mandat, grosso modo, c'était en 2015. Il faut savoir qu'il a aussi une cote de popularité assez incroyable auprès des supporters. C'est un gars qui vient de la région. Il a eu 3 passages en tant que joueur. Il a commencé et fini sa carrière. Il a été formé à Fribourg. Donc c'est un mec qui est très très attaché au club. Depuis 2011, il a notamment été le meilleur coach d'Allemagne en 2012. Tous les grands clubs se sont positionnés sur lui, et même la sélection allemande a de temps en temps pensé à lui pour prendre la succession notamment de Joachim Löw. Et pour le coup, lui, il a toujours été droit dans ses bottes en disant je veux rester là, il n'y a pas une pression de dingue, j'aime ce club, je veux rester là. Donc, que ça soit médiatiquement où il est adoré, ou surtout au niveau des supporters du club et des joueurs et même des dirigeants, il n'était pas question de le virer en fait, c'était pas possible. C'était pas envisageable parce qu'il représente ce club. C'est le match parfait, que ça soit d'un point de vue historique, l'histoire qu'ils ont construit ensemble, mais aussi d'un point de vue du comportement. Oui, c'est ça, l'histoire est belle, c'est un club qui est très local en fait, il s'appuie énormément sur. Justement, je voulais venir un peu là-dessus, mais beaucoup de clubs devraient s'en inspirer, c'est juste ça que je voulais rajouter, parce que c'est travailler dans le calme, c'est aussi pour ça qu'on les connaît pas, les dirigeants, qu'on ne s'est pas attardé là-dessus, parce que c'est des mecs qui laissent faire les gens compétents dans le club. Bien sûr, et pour rajouter une petite anecdote sur Flo, je pense que ce mec-là, Christian Streich, c'est un des mecs qui doit être très fan de François Hollande, parce qu'il se revendique très clairement comme un mec normal. Voilà. Il le répète à toutes les sauces, c'est un mec normal, c'est un fils de boucher. Il disait qu'il avait un très bon relationnel avec ses joueurs parce que ses parents avaient une boucherie et que lui il servait les clients de temps en temps et que du coup il a un bon relationnel quoi. Donc voilà, c'est un gars normal qui vient un peu du cru, qui vient de la région de Strasbourg comme tu disais, de Fribourg comme tu disais. C'est pas loin. C'est pas loin. Et par contre ce que tu disais Jules sur l'identité du club, ça c'est un truc qui est très intéressant parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un club qui est très engagé socialement. Notamment, je dis socialement, mais sur toutes les questions aussi environnementales, toutes les questions un petit peu, tous les enjeux un peu sociaux qui existent dans le débat public aujourd'hui. Le truc de gauchiste. Voilà, exactement.
Mais c'est une région qui est très engagée là-dedans, notamment parce que c'est une région qui est située dans le Lander de Baden-Württemberg. Vous me pardonnerez l'accent. Je l'aurais pas tenté. Ouais. Je l'aurais pas tenté non plus. Je crois que tu le dis mieux que Christian Streich, qui est beaucoup plus simple à Oui, dire. c'est vrai. Déjà, il a pas eu bon prénom. Depuis tout à l'heure, il appelle Streich. À la fin, ça va finir à faire Christopher Streich. J'ai dit Christopher. Ouais, t'as dit Christopher là. Bon, c'est pas grave. J'aime bien. Bon, bref, ce Lander, dont je ne répéterai pas le nom, qui est situé sur le massif de la Forêt Noire, qui est donc en plus de ça, il est situé aussi proche du Rhin. Très bon Donc dessert. Très très bon dessert la Forêt Noire. Ouais, exactement. Non, j'aime pas du tout. Non. Mais voilà, toutes ces données aussi géographiques qui font que c'est un club qui est forcément très sensibilisé à la cause environnementale. Et dans le club, dans l'identité du club, ça se ressent aussi beaucoup parce qu'ils font énormément de sensibilisation auprès des jeunes, auprès des jeunes du centre de formation, et puis ils font aussi beaucoup d'actions sociales et humanitaires au sein de la ville. Donc voilà, c'est aussi représentatif de l'identité du club et de son entraîneur. Bah justement, tu le disais, juste sur le côté politique, le club en fait a beaucoup suivi l'engagement et travaillé avec l'engagement de la ville, parce que la ville de Fribourg, je crois que c'est une ville de 220-230 000 habitants, donc c'est une ville de taille à peu près assez importante sans être une immense ville. C'est la première ville de plus de 200 000 habitants, voire de plus de 100 000 habitants à avoir mis un maire écolo en Allemagne. Et du coup, le club a suivi cette lignée-là, et notamment l'ancien entraîneur Robin Dutt, et évidemment que Christian Streich a continué dans cette voie-là. C'est lui, l'entraîneur, qui a poussé le club à mettre des panneaux photovoltaïques, donc des panneaux solaires en fait, sur le toit du stade, pour que le stade commence à être autonome d'un point de vue écologique. Donc c'est extrêmement intéressant. La démarche du club qui dépasse largement le cadre sportif. Et c'est bien que de plus en plus de clubs prennent ces responsabilités-là et travaillent aussi avec les communes. Alex, tu voulais rajouter un petit truc là-dessus ? Ouais, non, Flo l'a dit, mais c'était juste préciser qu'ils ont été novateurs et pas suiveurs, quoi. Que ça vient d'eux, c'est les premiers en Bundesliga à l'avoir fait. Ils n'ont pas surfé sur une tendance pour se faire bien voir. Et dernière petite anecdote pour justement faire une petite transition en plus et amener vers notre prochain sujet sur l'engagement écologique. D'ailleurs, on sait que forcément la création d'un stade pose souvent des problèmes par rapport aux enjeux environnementaux. Là, pour compenser justement la création de ce nouveau stade dont on va parler dans quelques instants, ils ont replanté tout l'espace qui avait été déforesté, qui sert maintenant à la construction du stade, a été replanté à un autre endroit pour justement contribuer à la biodiversité. C'est marrant que tu parles du stade, parce que cette saison, effectivement, le club vient enfin d'investir son nouveau stade de grosso modo 35 000 places, et il a quitté son stade le stade de la Forêt Noire, c'est le nom du stade, alors en allemand je l'ai pas, qui était pour le coup un stade ultra atypique allemand, avec même pas 1 mètre entre le terrain et les tribunes, tout petit stade, pas de loge, donc c'est à dire que quand Joachim Löw allait observer des joueurs, il était un supporter lambda au milieu de tout le monde. Il allait se gratter le cul comme les autres. Ouais. Exactement. Putain, c'est vrai que j'avais complètement oublié cette anecdote. Qu'est-ce qui nous manque, Joachim ? Et non, mais un truc qui est par exemple assez fou. Löw qui jouait à Fribourg d'ailleurs. Ouais, qui a joué à Fribourg. Et donc, ce qui est assez fou, par exemple, c'est que Fribourg, donc c'est aux portes de la Forêt Noire. Donc, c'est un club qui avait un lien avec cette forêt, et le stade était très compliqué. Et c'est un club qui avait gratter le cul, ça commence à devenir un peu compliqué. Saucisse et tout, ça commence à devenir vraiment bizarre. Le club est le seul en Allemagne à avoir une dérogation spécifique de la Ligue allemande, parce qu'en fait le terrain, entre le début du terrain et l'autre côté, entre la tribune sud et nord, il y a l'ancien terrain, il y avait 98 cm d'écart de niveau. On parlait d'un terrain en pente. Et certains joueurs disaient que ça jouait sur leur côté sportif, ou en tout cas à minima sur le côté psychologique, ça les aidait. Donc c'est un stade qui était... qu'il faudrait aller au Dubois. Peut-être qu'il lèverait plus, c'est ça. Ouais, ça serait peut-être ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a un risque de 4e poteau qui est assez énorme du coup. Mais du coup, voilà, ils ont quitté enfin leur stade assez mythique. Ça a été plusieurs fois repoussé en raison du Covid. Et ils viennent là, au mois de novembre ou d'octobre, d'arriver dans leur stade, l'Europark Stadion, donc 35 000 places. Ouais, et qui est plus au même endroit, j'imagine. Non, qui est sur les infrastructures d'un ancien aéroport. Mais proche de l'aéroport à côté, enfin ils ont récupéré des terrains un peu désaffectés à côté. Il y a eu des gros problèmes de voisinage, et avec le Covid ça a été plusieurs fois repoussé, mais là ils sont enfin investis le stade. C'est le principe d'un mais c'est aussi quelque chose qui va peut-être remettre en cause la culture du club, parce qu'on avait c'est un peu dur pour les supporters. C'est ça, on avait ce stade mythique, 25 000 places seulement, pas de loge, un stade un peu à l'ancienne avec une vraie ADN, et en plus cette ville qui, un point de vue culturel, on parlait de la zone des 3 frontières, et où grosso modo les gens de Fribourg se disent, nous on a la douceur de vivre suisse, la rigueur allemande et le côté artistique un peu foufou français, qui fait que c'est une ville particulière. Ouais, c'est ça. On croirait Macron en 2e tour. Ouais, c'est ça. Waouh. Tu voulais rajouter un truc, Alex ? Ouais, non, mais Flo l'a abordé vite fait, mais s'ils n'ont pas pu déménager, il y a eu le Covid, il y a eu le voisinage, et en fait c'est assez rigolo, parce que au début ils pensaient quitter le stade et jouer
joué quelques semaines après dans l'Europa Park Stadium. Sauf que en fait, le tribunal a voté en faveur du voisinage qui disait qu'il y avait un trouble à l'ordre public et à la santé, trop de nuisances sonores. Et du coup, ils ont dû relancer une procédure judiciaire. Alors que le stade était prêt, que les travaux avaient été terminés, que tout avait été vu en amont. Enfin, tu te dis, je sais pas, moi, c'est un peu cliché, mais ça ressemble pas trop à l'Allemagne, tout ça, quoi. Ouais, il y a des enquêtes, il y a un procès qui est toujours, un appel qui est toujours en cours avec le voisinage du nouveau stade qui essaye de bloquer pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de match lancé à plus tard que 19h en semaine et plus tard que 15h30 le week-end pour ne pas jouer voilà, au voisinage. ils avaient des créneaux où ils donc pouvaient jouer, quoi. Ils prévoient pas de jouer en Europe, quoi. Dernière petite anecdote sur le stade qui rapporte justement à l'identité de ce club, c'est que c'est aussi un club, économiquement un club très local, parce qu'on pourrait se dire Europa Park, voilà, grande multinationale européenne, mais au final c'est quand même aussi puisqu'il y a un Europa Park au nord de Fribourg et c'est un parc d'attractions qui est très dynamique économiquement pour la ville. Donc voilà, c'est encore un partenariat qui est assez révélateur de la politique du club en termes d'ambition locale, de développement, etc. Et du coup, les gars, on a dit que c'était un club qui bossait bien, qui bossait sur le long terme, qui prenait le temps, mais en même temps, c'est pas comme s'ils étaient installés dans le top 4 de la Bundes depuis 10 ans. Comment ça se fait que ça marche cette année? C'est quoi le style Christian Streich? Si tu veux, moi je dirais que ça marche cette année parce que déjà donner de la continuité à un coach dont tu es sûr qu'il va t'amener des résultats, ça marche assez souvent. Et en fait là, c'est un peu l'alchimie qui colle bien, si tu veux, parce que t'as des jeunes qui sont sortis du centre qui sont bons, t'as un recrutement assez malin qui a été fait, on n'a pas trop parlé du recrutement, on en parlera après si vous voulez, mais à des petits tarifs. T'as des revanchards de Bundesliga. Parle-en maintenant, on n'en parlera pas après. Ok, juste dire que typiquement on peut parler ils avaient acheté, que tu connais bien Jules, Santa Maria, qu'ils avaient payé 10 millions à Angers, c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. En fait, c'est que des transferts de mecs, soit des prospects, dont des jeunes qui ont entre 19 et 22 ans, soit un peu des revanchards qui ont bien tourné en Bundesliga. Ouais, des mecs entre 10 et 15 millions. Ah non, 10 millions c'est le max. Ils ont jamais claqué plus de 10 millions sur vraiment, on est sur vraiment un sur joueur, du joueur de base, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors des anciens joueurs qui sont passés par le club et qui, tu vois, reviennent et qui en fait marchent que dans et ça montre dans cette l'attachement, équipe-là, ça montre l'attachement qu'ils ont aussi au club et à la région. Et du coup, c'est quoi comment ça se fait que ça marche? Alors, t'as cette alchimie dans le système de notre ami Christian Streich. Qui lui est très philosophie du contre avec beaucoup d'intensité. Quand on dit contre, on se dit on va avoir une équipe défensive qui attend derrière. Non, c'est vraiment quelque chose de moderne avec beaucoup de pressing et beaucoup de demandes sur ses ailiers. Mentalité allemande, quoi. Ouais, exactement. Beaucoup si de demandes sur les ailiers. tu me parles de football de transition, je te déconnecte. non, ok, je prononcerai pas le mot. En tout cas, en gros, cette année, il a mis 2 systèmes en place de façon ultra récurrente. C'est le 3-4-3 et le 4-4-2, avec donc beaucoup de demandes à ses ailiers et souvent deux attaquants avec l'un des deux un peu décroché, quoi. Et oui, des joueurs très très polyvalents, c'est ce qui fait la force, c'est le modèle de l'équipe allemande assez moderne. Moi je voudrais juste dépeindre un tableau, en fait Fribourg fait un travail sensationnel, mais là où il faut pas non plus se mentir, c'est que Fribourg, même dans une belle saison, ne doit pas être à ce niveau-là. Quand on regarde aujourd'hui le classement de Bundesliga, il y a énormément de grosses formations qui se plantent complètement cette saison. Je parle même pas d'Hambourg ou Schalke qui sont en deuxième division, mais quand on regarde que le Hertha, qui a un des plus gros budgets, qui a des ambitions folles, se bat pour le maintien, Stuttgart aussi c'est derrière, Wolfsburg fait une saison catastrophique, Gladbach aussi, l'Eintracht et Hoffenheim sont pas au niveau qu'on leur avait connu ces dernières saisons, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des Fribourg, des Union Berlin et des Cologne qui jouent la Ligue des Champions, donc qui jouent des places pour la Ligue des Champions. Donc évidemment Fribourg travaille très bien, mais c'est aussi parce qu'il y a des clubs devant qui se plantent. Oui, comme en Ligue 1. Comme en Ligue 1. Avec Strasbourg qui travaille bien et qui profite de l'absence de Lyon ou de. Ouais, alors après en Ligue 1, je suis pas cave. exactement d'accord. Je pense que Lyon est un des seuls absents, mais avec Lille. Les cylindrés, oui, mais bon, Lille, ils sont pas si largués que ça non plus. Enfin bref, de toute façon, c'est absolument derrière Lyon. Oui, c'est ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Lille, on les attend. Enfin, on savait. Oui, bon, bref, allons, enchaîne. Les clubs sont au rendez-vous pour moi. Ce sera coupé au montage. Donc le style de Christian Streich, on l'a vu, c'est très en transition. On va dire un football agressif. Seulement 48% de possession. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, seulement 48 pour un quatrième, c'est très peu. Et sur
quels hommes de base, on ne va pas faire une revue d'effectifs, de toute façon on connaît très peu ces joueurs, mais est-ce que au moins l'un de vous peut m'en dépadre un rapidement des hommes de base de Christian Streich? Moi je me permets de commencer parce que je pense que s'il y a un joueur que le grand public peut éventuellement connaître, c'est un des 2 joueurs français qu'il y a, parce qu'il y a un petit jeune joueur français qui joue aussi là-bas. C'est Jonathan Schmidt, qui est un ancien pensionnaire un vieux pensionnaire de Bundesliga, puisqu'il a quasiment 300 matchs de Bundesliga à son actif avec des clubs comme Augsbourg, Hoffenheim et déjà Fribourg à l'époque. Il est revenu au club. C'est un joueur qui, il y a quelques saisons, avait eu une période où il marquait beaucoup. Il avait fait des saisons à 12 ou 13 buts, je crois. On avait même parlé de lui pour des présélections en équipe de France, je crois. Et c'est un joueur qui a reculé, qui jouait ailier auparavant, qui a reculé en latéral, pardon. Et voilà, je pense que c'est un des joueurs qui constitue un petit peu cette équipe de Fribourg, qui était là d'ailleurs avec non, je vais pas y arriver, avec notre ami Christian Streich quand ils ont gagné leur titre de champion d'Allemagne U19 en 2008. Donc voilà, c'est un joueur qui a été formé là-bas, qui c'est le prototype même type du mec qui a été récupéré au moment de la descente de Strasbourg, même si c'était un petit peu avant. Mais voilà, un mec qui a été repéré dans le giron français. C'est un mec de la région et qui revient dans la région. Voilà. C'est dingue le nombre de joueurs qui sont partis pour revenir à Fribourg. Ça dit quelque chose quand même de l'environnement du club. Ou même des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Par exemple, il y a le latéral gauche Christian Gunther, qui est le capitaine actuel, qui a fait toute sa carrière au club, qui est là depuis 2005, qui a été formé au club, qui a connu que ce club-là. Il y a un Nicolas Soffler aussi qui est là depuis lui aussi 2005, le milieu de terrain. Mais moi, le joueur dont je voulais vous parler, c'est Nicolas Schlotterberg, qui est le défenseur central, qui a 22 ans et qui est grosso modo qui sera vraisemblablement le plus gros transfert sortant de l'histoire de Fribourg. Quand le Bayern va lâcher, tu veux dire? Alors normalement c'est déjà fait du côté de Dortmund. Ah oui, c'est vrai. Pour 25 millions, il n'a pas encore officialisé le truc. Il est devenu international allemand cette année avec Fribourg. Il a le profil. Donc à devenir international allemand. Voilà, donc du coup un international allemand du côté de Fribourg, c'est assez rare. Et voilà, il va signer à Dortmund et je pense qu'il va avoir une très très belle carrière. C'est un défenseur central très très solide, mais qui a une bonne qualité de relance. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Dortmund la saison prochaine. C'est un peu à Niklas Soule 3-4-5 ans en arrière. Ouais, un petit peu plus mobile, mais oui. D'ailleurs, Dortmund qui est un club partenaire ils se revendiquent comme un club ami de Fribourg. Et d'ailleurs, je crois que Fribourg avait été assez important au moment de la banqueroute du club de Dortmund. Et ils sont aussi très proches de St. Pauli, dont Claude nous avait parlé dans une chronique il y a pas longtemps. Et de l'Union aussi. Donc on voit cet ancrage un peu politique. Voilà, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Encore des gauchistes. Toi, Alec, tu voulais parler d'un joueur en particulier? Ouais, en fait c'est intéressant parce que vous avez parlé de la défense et du milieu et en fait c'est devant que cette équipe est aussi très séduisante parce que on a une rotation à en gros 5 joueurs qui se partagent un peu le temps de jeu et le meilleur buteur là-dedans qui est Vincenzo Grifo, qui est un Italien inconnu du grand public mais qui a quand même je crois 3-4 sélections avec l'équipe d'Italie. Il faut dire que Mancini a essayé un peu tout le monde devant. Il a marqué 9 buts. Bon, faut savoir que Fribourg, c'est pas une équipe non plus ultra offensive. Hein. Bon, ça reste la 6e attaque de Bundesliga, mais c'est surtout la 3e défense de Bundes. Et ce qui est intéressant, en fait, et c'est là où on saisit, je trouve, les préceptes de jeu de Christian Streich, c'est en fait qu'il y a très peu d'aléas dans sa structure défensive avec, on l'a dit, un bloc de 4 voire 6 joueurs avec les 2 milieux, Egenstein et Hoffler dont a parlé Flo, et devant cette petite rotation qui se met en place avec Grifo, avec Salai qui est un joueur hongrois. Et qu'on avait vu pendant l'Euro. Il partage le temps de jeu, il n'hésite pas à changer en fonction de l'adversaire, c'est vraiment un mec pragmatique. Et pour élargir un peu tout ce qu'on est en train de dire, c'est vrai que dans cette équipe, c'est dur on se dit pas ils sont là parce que cette année ils ont 2-3 joueurs exceptionnels qui sortent du commun, quoi. On se dit plus les planètes sont alignées. Il y a effectivement derrière Lienhardt qui est là et qui change beaucoup de choses, mais est-ce que ça va durer, ça c'est pas sûr du tout. Il y a un chat qui vient de débarquer devant l'écran d'Alex, qui s'est fait agresser par un chat. C'est une attaque. Qui visiblement un chat allemand. Oui, mieux en allemand. Et non mais ouais, merci Alex d'avoir parlé de ces autres joueurs aussi. C'est vrai que les joueurs de FIFA ou votre Football Manager apprécieront de retrouver Eggestein et Grifo. Ça fait longtemps qu'ils traînent aussi dans le coin. Pour finir notre sujet, les gars, comme on le fait à chaque fois, on va essayer quand même de se projeter un peu, d'envisager ce qui va se passer. Bon là, il reste 3 matchs
plus une finale pour cette fin de saison. Donc je voudrais, vous pouvez donner un petit prono là-dessus, mais c'est pas le plus intéressant, c'est surtout à moyen long terme sur les 3, 4, 5 ans qui viennent. Quelles sont les ambitions de Fribourg? Qu'est-ce que vous envisagez pour eux? Flo l'a dit tout à l'heure, c'est un club qui est probablement plus haut que ce qu'il devrait être aujourd'hui. Mais après, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à travers cet épisode, c'est qu'il y a quand même toute une politique qui est claire et qui est définie dans ce club. Qui est saine. Et qui est saine. Un des éléments qui prouve ça encore, c'est que il faut savoir que le président du club, c'est quelqu'un qui est élu par le conseil d'administration. Il a été élu quasiment à l'unanimité cette année, un truc genre 95%, qui a été nouveau président. Et voilà, donc ça prouve qu'il y a vraiment un projet sportif et que quasiment tout le monde est d'accord avec ce projet-là, parce que ce mec-là, ce président, était vraiment représentatif de tout ce qu'on vient de raconter. Et puis il y a aussi une direction dont on n'en a pas parlé parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très intéressante, mais il y a un directeur sportif qui était un ancien directeur du centre de formation, qui a ensuite fait des études d'économie dans le sport, donc c'est un mec qui connaît un petit peu tous les niveaux, tous les aspects du football moderne. Donc voilà, il y a une structure, il y a une politique qui est en place, qui est viable selon les critères du football moderne. Donc voilà, peut-être que ça n'ira pas beaucoup plus haut, mais en tout cas je pense que l'objectif de ce club, comme beaucoup de clubs de Bundesliga d'ailleurs qui sont quand même assez bien structurés, économiquement en tout cas, c'est de réussir à se maintenir et de réussir à devenir un club, un club régulier de Bundesliga et arrêter de faire l'ascenseur comme ils l'ont fait pendant des années. Et c'est peut-être est-ce qu'ils vont pas essayer de chercher de temps en temps quand même des places européennes? Parce qu'on voit que la construction de ce nouveau stade, il n'y a pas une envie de se développer aussi? Je pense que c'est un club suffisamment bien structuré, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe, mais pour bien se maintenir et faire son jeu et faire kiffer ses supporters. Maintenant, tu as raison, il y a toujours peut-être une fois toutes les 3-4 ans où ils pourront être en capacité. Il y a un plafond de verre, mais d'être en capacité de jouer les places européennes. Mais là, par exemple, cette saison, ils sont à 2 points de la place de Ligue des Champions, mais mine de rien, c'est extrêmement dense dans le championnat. Il leur reste 3 journées, il leur reste à jouer Hoffenheim, l'Union Berlin et Leverkusen. Donc je pense que c'est une vraie frustration si c'était pas en Europa League à minimum, ça serait intéressant. Mais mine de rien, l'Union et Leverkusen, c'est des vrais concurrents pour les différentes places européennes cette saison. Donc il y a un calendrier compliqué. Je pense que surtout ce qu'attendent beaucoup les supporters au-delà d'une qualif européenne, c'est cette finale de Coupe d'Allemagne contre Leipzig. Qui va arriver d'ici un petit mois, et ça pour le coup ça va être la vraie fête pour les supporters du Fribourg si jamais ils viennent à gagner. Après Leipzig fera évidemment office de favori. C'est incroyable de se dire que c'est quand même une équipe qui est 4ème de son championnat, finale de coupe. Oui, c'est fou. C'est pour une équipe comme Fribourg. Alex l'a mentionné tout à l'heure, etc. Il y a un côté un peu comme Strasbourg, quoi. Genre, ça bosse bien, ça tombe dans un championnat un peu moins fort. Toi, t'imagines quoi, Alex, en termes de projection à plus ou moins moyen terme pour cette équipe? Moi, je vais pas contredire ce qu'ont dit Flo et Val, parce que c'est dur d'imaginer avec les budgets des autres équipes. Enfin, faut se rendre compte que c'est vraiment un tout petit budget. Il devrait être, si on faisait un classement budget Bundesliga, il devrait être dans les 12-13e tranquille, voire plus bas même, je pense. Après, ils ont l'avantage pour eux d'avoir un coach, on en a parlé, ultra fidèle, hyper attachant. Je vous conseille de regarder ses réactions sur les buts, sur les célébrations avec ses joueurs. Enfin, franchement, vous regardez un match de Fribourg, ou ne serait-ce qu'un résumé de Fribourg, ça va attirer votre curiosité, parce qu'il est tout le temps à sauter dans les bras de tout le monde. Il tape des mimiques de faciès qui sont assez savoureuses. Et après, de là à dire qu'à l'avenir, ça continuera... c'est dur à dire, hein. Là je fais une petite digression parce que je suis en train de voir l'envahissement de terrain à Toulouse pour fêter la montée. On sait pas de quoi l'avenir est fait dans le foot, hein, franchement. On peut toujours être surpris. Bon, on espère en tout cas avoir piqué votre curiosité. Je pense que Alex, avec ses dernières paroles, vous a donné envie d'aller regarder l'épisode sur Toulouse. Au moins quelques résumés de matchs. Et on vous conseille d'aller écouter évidemment notre épisode sur Toulouse. Bon, il reste 3 matchs de Bundes, donc dépêchez-vous si vous voulez vous intéresser à ce club pour cette saison. Et on espère au moins qu'ils prendront un peu de lumière l'an prochain en Europe. Et on espère surtout qu'on va pas trop leur porter l'œil. Ce qu'on va dire, c'est sûr qu'ils vont perdre leurs 3 derniers matchs. Et en attendant, les gars, on va passer à vos chroniques. Pour commencer, Val, tu vas revenir en arrière et glisser une petite pointe de nostalgie dans nos cœurs et dans notre génération. Et oui, monsieur, parce que vous êtes peut-être au courant, mais j'ai développé récemment une passion pour les grosses voitures avec des gros moteurs. Ça te ressemble pas. Flo, d'ailleurs, comme je sais que tu supportes une équipe un petit peu dans le besoin, le Paris Saint-Germain, je te propose qu'on établisse un contrat de location à long terme avec ta DeLorean. Comme ça, tu pourras peut-être financer la prochaine soirée d'anniversaire de la sœur de Neymar. Et puis moi, comme ça, je pourrais continuer à raconter des histoires
aux gens qui nous écoutent par exemple. Faudra pas qu'elle l'invite parce qu'il sortira pas vivant. Ouais, c'est possible. Bon, sujet du coup, t'es ok pour la DeLorean? Ok, je te la prête. Ok, parfait. Alors c'est parti, on met les gaz, on remonte jusqu'en 2005 sur la côte méditerranéenne espagnole, à une centaine de kilomètres au nord de Valence, plus précisément dans la banlieue sud de la ville de Castelló de la Plana. La petite commune de Villarreal, peuplée d'à peine 50 000 habitants, va mettre l'Europe du football à ses pieds. Après une saison 2004-2005 terminée à la 4e place du championnat d'Espagne et une qualification en tour préliminaire face au Everton de David Moyes, les Amarillos, dirigés par l'ingénieur Manuel Pellegrini, vont donc accéder pour la première fois de leur histoire aux phases de poule de la Ligue des Champions. Logiquement reversé dans le chapeau 4, le sous-marin jaune se retrouve dans une poule plus que relevée, composée de Benfica, du Lille de Claude Puel et du Manchester United des Ferguson, Ronaldo et Rooney. Malgré cette poule alléchante, le spectacle n'est pas au rendez-vous, mais les résultats sont là. 4 nuls, dont 3-0-0, et 2 victoires sur le plus petit des scores face à Benfica et Lille, permettant finalement à Villarreal de terminer premier de sa poule devant Man United. Arrivent alors en février les grandes échéances du football européen. Au tirage au sort, les Espagnols tirent les Glasgow Rangers au match aller dans un Ibrox Park en fusion. Ils vont tenir tête aux champions d'Écosse en titre en allant chercher un nul plus que mérité grâce à des buts de leurs 2 pépites, Diego Forlán et Juan Roman Riquelme. 2 buts qui feront la différence puisque les Amarillos vont bénéficier de la regrettée règle du but à l'extérieur et de leur nul 1 partout au retour pour se qualifier pour le tour suivant. Quart de finale, donc performance déjà immense pour un club issu d'une ville où la moitié de sa population se retrouve chaque week-end dans son stade, l'Estadio de la Ceramico. Et quoi de mieux qu'un géant du foot européen pour rendre l'histoire encore plus belle? L'Inter Milan du cheat code Adriano. 5 minutes de jeu et Diego Forlán est déjà à la réception d'un tir arrêté par Toldo et n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. 1-0, l'exploit est en marche, mais la situation est beaucoup plus compliquée. Villarreal subit et va concéder 2 buts d'Adriano et Martins, mais la foudre magique de la Ligue des Champions va s'abattre sur un homme au match retour. El Torero, Juan Roman Riquelme, va probablement livrer l'une des prestations individuelles les plus belles de sa carrière et délivrer l'Estadio de la Ceramica d'un bonbon déposé sur la tête de Rodolfo Arrubarrena. Pour sa première qualification en Ligue des Champions, le sous-marin jaune va donc jouer les demi-finales de la compétition face aux futurs finalistes donc, et oui parce que l'aventure s'arrêtera à ce stade de la compétition avec un scénario dramatique que seule la compétition des étoiles peut nous offrir. Après avoir perdu 1-0 à Highbury au match aller, les Amarillos dominent le match retour et à la 88e minute, Gaël Clichy provoque un penalty. Le petit prince Riquelme s'élance pour tirer le penalty, mais Jens Lehmann part du bon côté. Une frustration immense pour tout un peuple qui aurait rêvé d'un scénario tout à fait différent. La bande des Santi Cazorla, Marcos Senna, Juan Pablo Sorin et Alessandro Tacchinardi n'ira donc pas au Stade de France, mais écrit l'une des plus belles pages de son histoire, avant peut-être un nouvel exploit mardi prochain. Merci Val, et merci à Flo de t'avoir prêté sa DeLorean. Ouais. Putain, c'est vrai que quand t'as recité les noms, ils avaient quand même une sacrée équipe Ouais. à l'époque. Évidemment. Je me souviens d'avoir particulièrement suivi parce que Juan Pablo Sorin. Ouais. Ah ouais, moi j'étais extrêmement fort là, Ah, mais moi aussi. Bien sûr. Mais c'est ce qui m'a fait un peu découvrir Villarreal. Lancez pas Alex sur Riquelme les mecs. Non. Non. J'essaye de me contenir. Tu ne commences pas. On a coupé son micro. Pour enchaîner, Flo, ta voix va être un peu différente car tu vas nous faire ta rétro habituelle un peu plus tard parce qu'on va bien sûr attendre le dernier moment et attendre au moins les 2 demi-finales des champions. Ouais. Donc ne vous étonnez pas si sa voix est un peu différente. On commence ce mois avec le premier de nos 2 poissons d'avril du mois. On aurait préféré y croire, puisqu'en plus de la guerre entre Costil et les ultras bordelais, poussant un fragile poussin à prendre un pénible envol, on apprend que le jeune 3e gardien des Girondins aurait volé les chaussures de ses coéquipiers pour le revendre sur Vinted. Décidément, il semblerait que Gérard Lepez ne paye aucun des salariés d'aucun de ses clubs. Et impossible de commencer le mois sans un 2e poisson d'avril offert par le meilleur fournisseur de France et de Navarre, j'ai nommé Noël Le Graët, qui se déclare après le tirage au sort de la Coupe du Monde à Doha, très content et très heureux de venir jouer au Qatar, un pays qui, à ses yeux, a fait d'énormes progrès au niveau social en instaurant notamment un salaire minimum garanti pour tous les salariés, y compris étrangers, qui représente l'équivalent d'à peine 240 €. Toujours depuis le Qatar, on apprend une bonne nouvelle, puisque la FIFA réfléchit à passer la durée des matchs de la Coupe du Monde 2022 à 100 minutes pour éviter la baisse de temps de jeu effectif liée à l'installation de la VAR. Ou comment prendre le problème par le mauvais bout. 4 avril, malgré une saison plus que morose, l'Athletic Bilbao est élu meilleur club professionnel européen pour la saison 21-22. Le club espagnol a été récompensé notamment pour sa politique tournée vers les jeunes. Loin du modèle basque, Nasser El Khelaifi propose une grande soirée d'ouverture pour chaque saison de Ligue des Champions avec cérémonie, concerts, grosses affiches sur le modèle du Super Bowl et la possibilité de délocaliser des matchs pour convenir aux horaires nord-américains et asiatiques. Probablement un projet pour contrer le retour de la Super League, et Nasser contre-attaque, estimant qu'il serait indécent de batailler pour la Super League alors que des gens meurent sous les bombes et sous la guerre ukrainienne. Avec de tels arguments, on se dit que comme au PSG, il faudrait peut-être se mettre à bosser le fond pour le président de l'ECA.
S'il y a bien un pays en tout cas qui se fout de la mort des gens en Ukraine, c'est évidemment la Russie qui a déclenché la guerre et qui prive ses habitants de Bundesliga à la télévision en raison de messages en soutien aux Ukrainiens diffusés par la Bundesliga. Eux, comme Nasser, n'auront donc pas vu les prouesses hebdomadaires de Christopher Nkunku. Allemagne toujours, en ce mardi 5 avril, Pierre Hackler, arbitre bénévole en division régionale allemande, passe devant le tribunal pour des coups de sifflet trop forts ayant causé des acouphènes chez un joueur expulsé. S'il y en a bien un qui a usé de son sifflet, en tout cas, c'est Istvan Kovacs, l'arbitre roumain du match aller entre Manchester City et l'Atlético Madrid, qui a eu fort à faire face au joueur de Diego Simeone, toujours aussi accrocheur durant l'intégralité de la partie, malgré aucun tir tenté pour les Colchoneros. 3 de moins de tirs en tout cas que les nombres de frappes décisives de Karim Benzema à Chelsea, auteur d'un nouveau triplé. 12 avril, la Ligue des Champions nous réserve une soirée dont elle seule a le secret. Pour ses quarts de finale, vainqueur à l'aller, Villarreal résiste et fait sensation en sortant le Bayern, alors que Chelsea, menant 3-0 au Bernabéu et tenant l'exploit entre ses mains, ne voit évidemment l'incontournable Karim Benzema briser ses plans en prolongation. Le lendemain, 2 jours, 2 stades et 2 ambiances en Espagne, alors qu'en quart de finale de Ligue Europa, le Barça se fait éliminer par Francfort dans un Camp Nou blanc et rempli de bouillants supporters allemands venus occuper les sièges vendus par de tristes supporters Blaugrana. Les supporters du Barça pourraient bien prendre exemple sur les tifosi de la Fiorentina qui se ressemblent à plus de 8000 pour l'entraînement ouvert au public de la Viola après la victoire à Naples 3-2 dans une ambiance surréaliste. Et puis toujours au Barça, Gérard Piqué semble ne pas comprendre les accusations de conflit d'intérêts qui le touchent. Lui qui a justement touché des commissions après l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite et organisée par sa société Cosmos qui a récupéré la petite somme de 24 millions d'euros. 18 avril, après une saison débutée avec 21 points de pénalité en raison de difficultés financières, le Derby County de coach Wayne Rooney ne peut réaliser l'exploit de se maintenir après une saison pourtant mémorable et héroïque. Autre pénalité pour éviter toute suite judiciaire, Parme, oui je parle bien du club de foot, est forcé à verser 15 000 € à la Warner Bros. Après avoir représenté sa légende Gigi Buffon en Superman dans une vidéo de 50 secondes. Et puisque ce monde ne finit jamais de marcher sur la tête, le club de Yakoutsk en Sibérie orientale est obligé de démonter une partie de ses sièges de son stade qui était aux couleurs de l'Ukraine, pourtant à des milliers de kilomètres de cette partie orientale de la Russie. La raison imputée ? L'usure des sièges bleus, mais pas les jaunes bien évidemment. En ce 25 avril, c'est le Stade Rennais qui décide à son tour de fermer son stade et de le suspendre pour 4 jours, ou plutôt son centre d'entraînement de la Piverdière, après que le père d'un jeune joueur pro ait agressé le directeur du centre de formation. Mais puisque le terrain finit toujours par nous faire vibrer et nous rattraper, Manchester City et Karim Benzema nous en fera un régal avec une victoire 4-3 des Citizens sur leur terrain en ce 26 avril. Et rien que pour ça, on attend vivement le mois prochain. Notamment pour avoir des nouvelles de Mino Raiola, annoncé mort puis ressuscité par lui-même sur Twitter en ce 28 avril dans un imbroglio médiatique sans aucune commission. Waouh Flo, quel rétro, c'était vraiment top. Qu'est-ce qui s'est passé ce putain. Wow, il s'en est passé des trucs ce mois-ci. Hein. Alex, toi tu vas nous parler des joueurs de foot qui ont une participation de plus en plus importante dans l'économie du foot et dans les boîtes qui bossent dans le foot en général. Ouais, et moi ma voix va être un peu différente, non pas parce que j'attends la fin du mois, mais juste parce que je n'ai pas écrit ma chronique encore. C'est très honnête de ta part, félicitations. Bon allez, on écoute. Ouais Jules, c'est un phénomène assez nouveau auquel on assiste et qui prend de plus en plus d'ampleur. On avait l'habitude de décrire les footballeurs comme relativement passifs dans un milieu économique opaque et complexe. Et pour vous donner une illustration de tout ça, on peut citer la tierce propriété comme exemple, avec en référence le génial Alexandre Pato. Pato qui jouait au Brésil à Porto Alegre en 2005, et 50% de ses droits avaient été rachetés par un tiers contre 200 000 €. 2 ans plus tard, il est vendu au Milan AC pour 28 millions, ce qui a permis au fonds investisseur de récupérer 14 millions, soit une plus-value de 6800%. Drôle d'idée quand on y réfléchit 2 secondes que d'être détenu par un fonds d'investissement qui réalise un bénéfice sur un transfert, mais ça dit beaucoup aussi de la position assez passive des joueurs dans un système qui parvenait plus à maîtriser. Et pourtant, et c'est le but de cette chronique aujourd'hui, les choses changent. Premier exemple en date, Zlatan Ibrahimovic qui, avec un tweet bien salé, a lancé un pavé dans la mare concernant l'utilisation de son image sur les jeux FIFA. Le joueur expliquait qu'il n'avait jamais donné son accord pour que eSport utilise son image et se fasse de l'argent grâce à lui. Parce que oui, aussi délirant que cela puisse paraître, eSport utilise l'image des footballeurs sans leur accord. On ne parle pas des égéries sur la jaquette du jeu, mais bien des joueurs que l'on peut incarner. Et ils sont pas les seuls à le faire. Vous avez tous eu entre les mains les vignettes Panini, et vous imaginez bien le juteux business que rapporte la vente de ces albums de collection. Là aussi, aucune demande claire et nette formulée pour les joueurs, et pire, une rétribution dérisoire de 150 €
versés non pas par Panini, mais par l'UNFP, le syndicat des joueurs pro en France. En effet, la célèbre maison d'édition italienne s'appuie sur un contrat passé avec l'Union nationale des footballeurs professionnels. Étrange, et peut-être même illégal, c'est en tout cas ce qu'explique Elie de Tolonde, avocat qui a mené l'affaire devant les tribunaux et qui déclare que l'UNFP s'arroge les droits d'exploitation de l'image des joueurs sans prendre la peine de recueillir leur consentement. Plus encore, le syndicat vend ses droits à Panini et conserve les profits, estimés à 60 millions d'euros annuels s'il vous plaît. Alors plusieurs joueurs ont rejoint le mouvement pour attaquer Panini et demander des comptes, preuve une nouvelle fois de l'implication de plus en plus importante des joueurs dans l'économie qui les nourrit et en l'occurrence les utilise. Autre exemple, beaucoup plus récent, en mars dernier, Kylian Mbappé, les sponsors de l'équipe de France. On le sait tous, Kylian c'est le joueur le plus bankable du moment et sa communication est ultra travaillée. Aussi vous imaginez bien le tollé qu'a provoqué son boycott des opérations marketing avec l'équipe de France. Heureusement que le président de la Fédé était là pour gérer. Non, je déconne. Mais c'est pas l'important. En fait, par le biais de son avocate, le clan du joueur a expliqué vouloir renégocier la charte que signe tout international lors de sa première sélection et qui l'engage, accrochez-vous bien, sur toute sa carrière et 5 ans après la fin de celle-ci. Un engagement évidemment irréaliste, selon son avocate, qui justifie l'action du joueur par l'inadéquation entre sa communication personnelle, par exemple la nourriture bio, et les sponsors de la Fédé, comme McDo. Enfin, dernier exemple et peut-être le plus révélateur, Gérard Piqué, le Barcelonais qui en finit plus de nous surprendre avec les actions menées par sa société Cosmos. Il y a eu la refonte de la Coupe Davis, la production du pathétique discours de Griezmann pour signifier qu'il ne rejoindrait pas Barcelone et qu'il restait à l'Atlético pour partir 1 an plus tard. Et plus récemment, la délocalisation et la refonte de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Vous voyez vite le problème arriver. La société Cosmos a au passage pris une commission de 24 millions d'euros, directement négociée par la fédération espagnole auprès des agences saoudiennes. Pas de problème pour notre ami Gérard qui voit là aucun conflit d'intérêt, et cela même si sa société touche une prime en cas de présence du Barça et du Real dans la compétition. Bref, le but de cette chronique n'est pas de condamner, mais simplement de vous prouver à travers ces exemples que les mentalités changent chez les footeux, et que peut-être que le nombre croissant de footballeurs en fin de contrat qui ne souhaitent pas prolonger avec leur club est à mettre en corrélation avec cette prise de conscience générale que l'économie du football les concerne en premier lieu, et pas seulement pour toucher un salaire. Oh, c'est incroyable quand même tous ces joueurs de foot qui investissent. C'est vraiment, je suis sur le cul. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. On espère vous avoir fait découvrir ce club et vous avoir appris des choses. On revient vite avec toujours plus de formats comme ça, on en sortait de plus en plus, mais là c'est vrai qu'on a réduit un peu le rythme. On va essayer de revenir à un rythme plus soutenu, à notre rythme de début d'année, et vous offrir de plus en plus de belles émissions. Mais c'est vrai que là tout le monde bosse en ce moment, c'est un peu compliqué cette fin d'année. Tu veux teaser un petit peu les prochains épisodes peut-être ? Bien sûr qu'on peut les teaser. Voilà, une superbe interview de la grande surface avec le doyen journalistique du football français, Chérif Guémour, et un épisode de Sous le capot avec un représentant des Irrésistibles Français, le groupe des supporters de l'équipe de France, où on parlera notamment, évidemment, si vous avez écouté ma dernière chronique dans Poteau Carré, du prix des places à cette Coupe du Monde et des difficultés pour les supporters d'organiser ce voyage. Voilà, au moins 2 belles choses que vous pourrez attendre. Il y en aura d'autres, on va faire d'autres enregistrements entre temps. On va essayer de faire plein d'enregistrements là parce que je sais que Val va passer sous un tunnel de boulot au mois de mai, donc on va essayer d'envoyer plein d'enregistrements avant. En tout cas, reposez-vous bien, buvez de l'eau, regardez du foot et votez à gauche.